Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. La capsule d'aujourd'hui qui est relative à l'éducation financière de nos jeunes enfants, de nos frères, portera sur le livre intitulé Le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. En effet, j'ai aussi écouté beaucoup d'audios qui sont relatifs à la science de l'enrichissement, des livres très importants comme Think and Grow Rich de Napoleon Hills, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, Rich Dad, Poor Dad, autrement dit Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone, mais de tous les livres que j'ai lus, celui qui a le plus attiré mon attention en ce qui concerne les différentes stratégies de mobilisation ou de création de valeur est le livre intitulé Le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Ce livre, il a rédigé partant du constat que les meilleurs élèves sur les bancs, les meilleurs étudiants à l'université et des fois même les meilleurs professeurs dans les universités, certains qui enseignent la gestion, d'autres qui enseignent l'économie, ont malheureusement beaucoup de peine à joindre les deux bouts, s'il faut utiliser l'expression. De là, il a tiré l'enseignement ou il a tiré la conclusion qu'à l'école, on ne fait pas assez d'éducation financière afin que les uns et les autres apprennent à créer de la valeur. Il est aussi très important pour nous, parents, de comprendre que nos enfants peuvent être comparés à des ordinateurs. Quand ils sont jeunes, nos enfants peuvent être considérés à des feuilles vierges. Donc tout dépend de ce que nous voudrons bien inscrire sur ces feuilles. Donc chez ces enfants aussi, tout dépendra du logiciel que nous allons installer en eux. Nous avons intérêt à installer des logiciels qui sont utiles, des logiciels qui leur permettront de vivre pleinement de leur environnement, d'être utiles pour eux-mêmes, d'être utiles pour leurs parents, d'être utiles pour la communauté, d'être utiles pour leur pays, voire même être utiles pour l'humanité. Donc, il est très important de réfléchir sur les valeurs que nous devrons transmettre à nos enfants. Mais, même chez les adultes, il n'est pas trop tard. On peut bel et bien avoir installé des logiciels qui ne sont pas très importants. Il y a la possibilité de reprogrammer son cerveau pour installer des logiciels qui sont utiles et qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Mais cela ne fait pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, à mon humble avis, quelle que soit la stratégie de mobilisation des ressources que nous allons mettre en place, il faut comprendre que plus nous avons des compétences, plus nous sommes à même d'être utiles pour la communauté, plus nous sommes à même de proposer nos services, ou plus nous sommes à même de créer des produits que nous pouvons vendre à la communauté, ce qui nous permettra d'atteindre notre autonomie financière. Donc, j'aimerais dire que nous avons intérêt à faire beaucoup d'efforts pour obtenir et avoir des compétences dont le marché a besoin. C'est ce qui nous permettra d'être utiles. D'où la nécessité de lire beaucoup, lire, lire encore, lire toujours. D'où la nécessité de se documenter. D'où la nécessité d'écouter beaucoup de livres audio, car aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pouvons même ne pas avoir la possibilité de lire des livres hard, mais nous pouvons, dans notre véhicule, nous pouvons accéder à des livres audio dont l'écoute est plus utile. Nous pouvons avoir des résumés de livres qui sont beaucoup plus accessibles. Dans tous les cas, nous avons intérêt à le faire. Il y a aussi la nécessité d'avoir des bonnes fréquentations, autrement dit des gens qui ont les mêmes objectifs que vous et qui peuvent vous encourager par rapport à vos objectifs et vous aider à atteindre
vos objectifs. Comme on dit, l'homme est la moyenne des 5 personnes qu'il fréquente le plus. Donc nous avons intérêt à éviter la fréquentation de ceux qui ne nous permettent pas d'atteindre notre objectif. Je pense que le premier enseignement que je garde de ce livre, c'est effectivement le cadran de cash flow qu'il a présenté et que vous trouvez aussi sur cette page. En effet, Robert Kiyosaki montre qu'il y a 4 façons de travailler. Un, sur le salariat. Vous travaillez pendant un mois et en contrepartie de votre investissement temporel et de votre investissement intellectuel, on vous paye un salaire. Ensuite, il y a les indépendants. C'est des personnes comme les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les avocats qui ont des cas de cabinet. Ils n'acceptent pas l'autorité, ils préfèrent leur autonomie, c'est une meilleure alternative. Mais dans tous les cas, tous ceux qui sont de ce côté de l'écran du cash flow sont imposés gravement par l'État. C'est l'exemple des UITS, c'est l'exemple des impôts. De l'autre côté de l'écran du cash flow, il y a les entreprises. Ce sont ceux qui utilisent plusieurs personnes pour générer de la valeur et ils leur payent à la fin du mois. Et enfin, il y a les investisseurs. Ce sont ceux qui investissent leur argent et c'est leur argent qui travaille pour eux. À présent, quelles sont les conséquences de ce choix que nous pouvons faire? Quelle analyse critique pouvons-nous faire du fait de décider d'être soit un salarié, soit un freelance, autrement dit un indépendant, soit un entrepreneur, soit un investisseur? Pour ce qui est du salarié, il sera limité par le temps. Et d'autre part, il sera imposé. Son revenu ne dépend pas de lui. Avant même qu'il n'accède à son salaire, c'est d'autres personnes qui vont faire ce qu'on appelle des défalcations. Lorsque vous ne maîtrisez pas votre revenu, eh bien, vous ne pouvez pas avancer de façon significative. La deuxième alternative, elle est meilleure que la première. Toutefois, elle aussi, elle a des contraintes parce que dès lors que vous êtes absent, votre travail ne peut pas continuer. Si le médecin n'est pas dans son cabinet, eh bien, son travail s'arrête. La troisième, celle des entrepreneurs, elle offre des avantages, celle que vous pouvez bénéficier de certaines exonérations ou de certains avantages tels que des prêts bancaires. Et enfin, l'investissement qui est la meilleure alternative. Après cette description, à mon humble avis, le principal enseignement de ce livre, c'est quel est le schéma de pensée que nous allons implanter chez nos enfants. Est-ce que nous allons les laisser continuer à avoir le schéma de pensée du salarié ou le schéma de pensée du freelance ou le schéma de pensée de l'entrepreneur ou le schéma de pensée de l'investisseur? Je pense que c'est un élément très important. Et dans ce livre, il y a les différents types de schémas de pensée. Pour être très succinct, il dit que ceux qui ont des revenus très faibles, le plus souvent, lorsqu'on parle de leur état de finances, ceux qui ont des revenus faibles, le plus souvent, ils sont plus préoccupés par leur tableau de résultats. Alors que ceux qui sont nantis, ils sont plus préoccupés par leur bilan. Dans le tableau de résultats, il n'y a que le revenu et les dépenses. Ceux qui ont des faibles revenus, ils sont préoccupés par combien je gagne, combien je vais dépenser. Et il fait la calculette pour voir combien il reste. Alors que ceux qui ont une certaine autonomie financière, ils pensent plutôt en quel actif je vais mettre en place, autrement dit leur bilan. Dans le bilan, il y a les actifs et les passifs. Nous avons parlé tout récemment, les actifs, c'est ceux qui créent de la valeur, ceux qui mettent de l'argent dans leur poche. Les passifs, c'est ceux qui font ressortir de l'argent dans leur poche. Donc, ceux qui veulent atteindre une liberté financière, ils doivent en permanence réfléchir sur quel actif je vais mettre en place et quels sont mes passifs. Donc, si bien que des gens qui ont des situations financières difficiles
leur schéma de pensée est celui-là. Ils ont un revenu, ils font des dépenses et ils se disent combien il leur reste dans leur compte bancaire. La classe moyenne, son schéma de pensée est le plus souvent celui-là. Ils ont des revenus, mais le plus souvent, ils ont tendance à avoir des passifs. Ils ont tendance à avoir des passifs. Ils payent le dernier smartphone, ils payent la dernière voiture Tesla qui est en vogue, ils payent le dernier bazin qui est en vogue. Ils accumulent des passifs et ils pensent qu'ils sont riches. Malheureusement, ils ne sont pas riches parce que ce ne sont pas des sources de revenus. Et enfin, le schéma de pensée le plus important, c'est celui qui permet d'atteindre l'autonomie financière. C'est ceux qui, lorsqu'ils ont des revenus, ils pensent à mettre en place des actifs et ce sont les actifs qui vont générer des revenus. Donc, de mon humble point de vue, nous devrons faire en sorte que nous transmettions à nos enfants le schéma de pensée pouvant permettre de créer des actifs plutôt que d'avoir un schéma de pensée dans lequel on ne pense qu'à payer des passifs. Vous trouverez dans les échanges que beaucoup vont vous parler aussi que lorsque vous voulez créer de la valeur, il faut avoir plusieurs sources de revenus et les gens arrivent jusqu'à même mettre un chiffre en disant qu'il faut au moins 7 sources de revenus pour avoir une autonomie financière. Ce point de vue est très discutable. On peut trouver dans la vie courante aussi bien des personnes qui se sont enrichies avec une seule source de revenus et vous pouvez trouver aussi d'autres qui se sont enrichis avec plusieurs sources de revenus. Prenons par exemple l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, il avait PayPal qu'il a vendu, mais aujourd'hui il a Tesla, il a Tweet qui est devenu X et il a SpaceX qui permet de mettre en place des satellites en orbite et il met en place aussi des satellites de communication, Starlink et autres. Donc on voit bien qu'il a plusieurs sources de revenus. Prenons aussi l'exemple de Robert Kiyosaki lui-même. Dans une vidéo, il disait qu'il avait plus de 8000 immeubles locatifs, si bien qu'il n'est plus obligé de travailler. Donc là aussi, nous voyons qu'il a plusieurs sources de revenus si on considère chaque immeuble comme une source de revenus. Mais il y a aussi d'autres qui sont à un niveau très élevé à l'échelle mondiale, mais qui ont une seule source de revenus ou qui ont une seule activité qui est connue. C'est par exemple, si je prends Jack Ma, qui est le fondateur de Alibaba, c'est Jeff Bezos, le fondateur de Amazon. Si je prends Bill Gates, il est surtout connu dans le domaine informatique avec Windows, même si de plus en plus on parle de l'acquisition des terrains, donc il est en train de diversifier. Et si on prend Mark Zuckerberg, il est connu surtout avec Facebook, même si aujourd'hui on parle de Meta, même si je pense que c'est le nom qui est surtout changé. Donc, pour conclure, je dirais que la véritable prospérité se trouve quand même au-delà des finances, même si les finances jouent un rôle très important. Donc pour cela, nous devrons nous armer de science, nous devrons nous armer de compétences et après cela, rendre des services à la communauté, proposer des produits à la communauté et c'est ce qui nous permettra d'être des gens comblés, des gens épanouis, des gens qui auront un sentiment d'être utile pour leur communauté tout en étant très prospères. Voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de l'accompagnement de nos enfants et je vous dis à la prochaine fois. Merci infiniment. N'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner pour recevoir spontanément nos présentations. Sur ce, je vous dis à bientôt.